Une dernière question, Pierre-Yves, si tu veux bien, un peu plus historique. Vous avez plus d'une fois dit que vous aviez une préférence pour l'œuvre politique de Napoléon III. Une préférence pour celle de Napoléon III à celle de Napoléon Ier. Quelle différence fondamentale faites-vous entre les deux? Alors, attention. On parlait préfectoral, ça tombe bien. Attention quand on parle d'œuvre politique. La phrase de Bainville est très belle, elle est sur le plan militaire et historique assez juste, mais elle ne peut pas être maximalisée. Quand il dit « sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé ». Il ne faut pas oublier que Bonaparte, je dis bien Bonaparte, donc Bonaparte, premier consul, finit la Révolution. Il est l'homme au point de fer que Robespierre a annoncé. Il est Robespierre à cheval, selon les mots de Metternich. Et d'ailleurs, il est très lié au frère de Robespierre, tout le monde le sait. Bonbon Robespierre. Le problème, c'est que Bonaparte solde la Révolution, c'est-à-dire principalement les deux ou trois questions très épineuses. Premièrement, les biens du clergé, il faut être honnête, c'est-à-dire non, on ne vous les rendra pas. Et évidemment, il donne à la fois un second souffle, mais en même temps éteint le souffle de la Révolution. Est-ce qu'on lui en est gré ou pas, c'est pas la question, c'est un état de fait. C'est la phrase donc, ni talon rouge, c'était quoi, ni bonnet rouge, ni talon rouge. Talon rouge des cardinaux, bien bonnet évidemment. Rouge. Et pour ça, il était absolument nécessaire. Et il serait advenu quel qu'aurait été son visage. Par contre, moi, c'est le problème, ce n'est pas cette œuvre-là de Bonaparte politiquement qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'hubris de l'homme de guerre. Les guerres de l'empereur sont pour la plupart défensives. Le problème, c'est que le questionnement impérial vient de guerres défensives, le plus souvent de guerres défensives gagnées. C'est-à-dire, on t'attaque, tu gagnes, on t'attaque, tu gagnes, on t'attaque, tu gagnes, et puis à un moment, tu te rends compte, tu as un territoire devenu gigantesque, et là, d'un seul coup, la tentation impériale vient, et avec elle, la chute. Tout à fait normal. La campagne d'Espagne, la campagne de Russie. La campagne d'Espagne, la campagne de Russie, les deux grandes erreurs. Premièrement, d'avoir sous-estimé l'état spirituel dans lequel était l'Espagne à ce moment-là, et que la France allait s'abîmer dans la répression, et qu'une armée qui fait de la répression désapprend à faire la guerre. Il aurait mieux fallu d'utiliser le renseignement. Nous avions déjà, il y a du renseignement depuis l'Antiquité, Bonaparte en avait. Et puis il avait Fouché. Mais l'empereur aurait pu se rendre compte que l'Espagne n'était pas prenable par les idées de la Révolution, tout simplement parce qu'il y a un gap qui était beaucoup trop grand à l'époque. Et que mieux valait que les idées de la Révolution infusent par mimétisme en Espagne et de donner à l'Espagne 50, 60 ans, peut-être un siècle, pour se les approprier. Mais pas comme ça. Et on est exactement sur le même problème en Russie. En Russie, quand Bonaparte arrive, il n'est pas en face d'un ordre aristocratique décadent, il est en face d'un ordre médiéval. Il est en face du servage. Donc il va passer servage, révolution, en one shot, optimiste. Optimiste. Il y en a un qui a essayé. Hein. Vladimir Ilyich Ulyanov. Oh. C'est un chantier, il y a laissé 2-3 gouttes, tu m'accorderas. Donc, et puis la découlakisation. Un peu virulente. C'était viril. C'était viril, oui. Si tu veux, c'est pas un jeu de midinette. Donc voilà, je trouve l'œuvre politique interne de Napoléon III beaucoup plus réfléchie. Je trouve évidemment sa politique internationale absolument désastreuse. Le problème, c'est que ça, c'est si tu veux... Le Mexique. Le Mexique, si tu veux. Le Mexique, c'était... C'était quand même une bonne idée, quoi, de coller un empire catholique aux portes... Bon, par contre, le choix de Maximilien, on peut se poser la question. Si tu veux, c'était pas une mauvaise idée, c'était juste techniquement infaisable. En termes de logistique, c'est vrai que c'était pas... En logistique, excuse-moi, ce n'était pas possible. Or, on ne fait pas des guerres... Si tu veux, la guerre, c'est
La guerre, c'est comme le génie par Einstein. Hein. 10% d'inspiration, 90% de transpiration. La guerre, c'est 10% de coût, 90% de logistique. Or, là, on l'avait pas. C'est d'ailleurs sur l'exemple de Napoléon III que De Gaulle a beaucoup réfléchi. Quand on voit les grands discours de De Gaulle, ils sont tous, à l'exception de Mexico, parce que Mexico, c'est une provocation. Mais tous les grands discours, Québec compris, sont précédés d'une démonstration matérielle de puissance dans la zone. De Gaulle a retenu cette leçon-là. C'est-à-dire, je ne fais pas que parler, je délie le point. Là, et le pire, c'est que le discours de Mexico, la mano, va tellement marquer l'Amérique latine que le rapport de force matérielle, De Gaulle ne l'avait pas, par le verbe il le conquiert. C'est-à-dire que De Gaulle, et d'ailleurs, il y aura, je crois que c'était avec le président du Pérou, si mes souvenirs sont bons, il y aura une diplomatie franco-latine extrêmement ténue. Et qui d'ailleurs va faire avoir des sueurs froides à quelqu'un qui détestait De Gaulle de toutes ses fibres, qui était Lyndon Johnson. Et qui est certainement ce que l'Amérique a fait de pire depuis Roosevelt. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de continuité avec Napoléon III, mais en fait c'est très maurassien aussi, Maurras. Bien évidemment, avec sa vision de la latinité. Bien sûr, mais si tu veux, faut pas oublier que De Gaulle, dans les cartes géopolitiques du général, tu as la latinité, et chose qui est beaucoup moins connue, et c'est pour ça qu'il va en Irlande. Tu as la carte de l'Union des peuples celtes. Jamais l'oublier. Faut pas oublier que la grand-mère du général, je crois, est historienne celtisante. Jamais l'oublier. En tout cas, l'un des membres proches de la famille du général est historien celtique. Jamais l'oublier. Or, le souci, c'est justement de ne pas refaire le problème logistique que nous avons eu au Mexique. Bon, la défaite de Sedan, c'est un piège que l'Allemagne nous tend, dans lequel d'autres seraient tombés, il n'y a pas de raison, et dans lequel, je suis désolé d'avoir à le dire, moi qui suis plutôt républicain de cœur, une partie des républicains a joué du côté des Boches contre l'empereur. Donc, et à titre personnel, tous ceux qui ont joué ce jeu-là auraient dû être passés par les armes. Parce que on règle nos problèmes entre Français, et ça, c'est un problème de la bourgeoisie française que je déteste par-dessus tout, c'est que dès qu'elle a un problème, elle va chercher le tyran étranger. Alors que prenez l'exemple allemand, qu'on me dit que je ne les aime pas, sur en quoi c'est un état de fait, mais je leur reconnais souvent des choses. Je reconnais une chose à l'Allemagne, c'est que quand elle veut écraser ses propres mouvements internes, et particulièrement ses mouvements sociaux, elle le fait elle-même. Alors il est vrai qu'elle a une habitude de la barbarie que nous n'avons peut-être pas. Mais la bourgeoisie française, elle est obligée d'appeler le tyran étranger, parce qu'elle a cette pureté morale de ne pas oser agir de sa propre main, et ça, c'est infect. Eh bien, donc c'est ainsi que se termine ce grand entretien. On va remercier Ayar Wayne, et non pas IRA, hein, ça n'a rien à voir. Ayar Wayne pour son abonnement, le grand chercheur Toto 1234, ok, très bien, et Imo Cranel. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ce grand entretien. Merci à toi mon camarade. À très bientôt. Et à très bientôt.